Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et avant-dernière conférence de la journée de dimanche de Virtual Livre. Le sujet, Bonjour. l'écriture de nouvelles fantastiques et horrifiques, qui sera faite en compagnie de Frédéric Livins. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde, bonjour Taiki, merci de m'accueillir. De rien. Donc c'est la deuxième fois que tu fais une conférence ici, mais je te laisse le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, Alors est-ce oui, que, attends 2 secondes, oui, est-ce que je demanderai à ceux qui ne se sont pas mutés de couper leur micro, s'il vous plaît. Vous avez une icône en bas qui présente un micro. Coupez-le, s'il vous plaît. Merci. Non, pas le casque. Bon, tant pis. Euh, bon. pardon. Lydie, bonjour à toi déjà, mais est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Oui, je vais essayer, j'essaye. Bonjour. Bonjour, il n'y a pas de problème. Le Bonjour. micro est juste en bas, en fait. Tu cliques sur le petit micro à D'accord. côté de ton pseudonyme et ça coupe le micro. C'est juste le temps de... Tu pourras le démuter au moment des Ok. questions. Voilà. D'accord, j'essaye. Voilà, merci à toi. Donc, Merci. voilà, donc excuse-moi Frédéric, donc tu peux te présenter à ceux qui te connaîtraient pas. Alors voilà, je m'appelle Frédéric, je vais bientôt avoir 50 ans, je suis un auteur belge de fantastique et d'horreur, et aussi d'histoire fantastique pour la jeunesse, mais principalement pour les adultes. J'écris depuis presque, enfin non, pas presque, maintenant depuis passé 20 ans. Je suis publié dans 14 maisons d'édition différentes en Belgique et en France. Et voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Je suis aussi le co-scénariste d'un long métrage d'horreur qui est en cours de production à Billancourt, à côté de Paris, par Cantina Studio. Et on peut voir la bande-annonce sur Internet en tapant les références The Friend de Fabien Montalier dans YouTube. Et c'est un trailer de 4 minutes que j'ai co-scénarisé aussi et qui a gagné 6 prix actuellement à Londres, en Allemagne, D'accord, aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est amusant. Donc voilà. très bien. Première question, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Depuis combien de temps tu écris du fantastique et de l'horrifique? Alors, j'ai écrit mon premier texte de fantastique, j'avais 14 ans en fait, mais je suis édité depuis 1999 et je suis édité depuis. Attends, un instant, j'ai mon fils. Je vais aller éteindre. Merci. C'est difficile avec 3 enfants qu'on est confiné. Je suis édité depuis 1999. Ma première maison d'édition était une maison belge. Donc du fantastique, j'en écris depuis que j'ai 14 ans et j'édite du fantastique depuis 1999. D'accord, Ça 1999 fait un petit pour bout les de temps. Français. Oui, excusez-moi, oui, je suis belge, hein, j'avais précisé, hein. Non, non, c'est pour ça, je traduis. D'accord. Quelles ont été tes principales inspirations dans ce... Déjà quand tu avais 14 ans, quand tu as écrit cette première histoire, mais même après, quelles ont été tes principales inspirations littéraires, cinématographiques, quoi qu'il en soit, quelles ont été tes Alors, principales inspirations? mes cinématographiques, j'ai commencé dès l'âge de 10-11 ans avec les films comme Evil Dead, et puis après j'ai enchaîné avec les Vendredi 13, Poltergeist et tout ça. Donc À 10 ans? je suis un boule. Ouais, ouais. Oui, en cachette, hein. Ah oui, je me En rassure. cachette. Oui, non, sinon mes parents m'auraient trucidé. Mais c'est bien, l'avantage de faire des cauchemars, c'est qu'après ça forge l'imaginaire, hein. Et les lectures, par contre, j'ai commencé, je crois que c'est vers 10 ans aussi. Mes premières lectures, c'était des Bob Moran et des Doc Savage, donc des héros comme ça confrontés à des éléments fantastiques la plupart du temps. Mais après, j'ai enchaîné très très vite sur l'horreur à l'âge de 12 ans avec Graham Masterton. Et là, ça a été une véritable révélation. J'ai eu tellement peur, j'ai eu tellement les chocottes, et j'ai tellement adoré ça que je me suis dit plus tard, c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je veux écrire aussi pour faire ressentir aux gens cette peur, quoi. Donc, ça a été vraiment un détonateur. Après, j'ai eu un deuxième détonateur qui là m'a vraiment, comment dire, vraiment transcendé, je vais dire ça comme ça. C'était Serge Brussolo avec le livre Catacombe. Là, ça a été vraiment. Je connaissais déjà Serge Brussolo en science-fiction. Et là, son Catacombe, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné le pied à l'étrier. J'ai vraiment adoré ça. Et voilà, c'est ce qui a un peu lancé la machine. Sinon, c'est vrai que énormément de films d'horreur, énormément de livres fantastiques, de science-fiction aussi, parce que j'adore lire de la science-fiction et de la fantasy. C'est juste que pour le moment, je n'en écris pas. Enfin, j'ai écrit un mini-roman qui est en partie science-fiction et fantastique, qui s'appelle Les Cendreux, paru chez Utichip. Et je suis un autre roman qui lui sera exclusivement SF qui paraîtra en novembre.
Mais jusque-là, je n'en avais pas écrit parce que ben, voilà, je maîtrise très bien le fantastique, je crois. Mais j'avais plus de mal à maîtriser la science-fiction et la fantasy. Là, j'écris un roman de fantasy pour les éditions Le Héron d'Argent, pardon. C'est un roman de fantasy jeunesse sur fond de nécromancie égyptienne et mésopotamienne qui ont nécessité énormément de documentation. Mais sinon, oui, je varie un peu les genres ici avec le temps. Mais bah, je vais continuer quand même aussi dans le fantastique et beaucoup pour les enfants parce que j'ai plein d'idées jeunesse et j'adore écrire pour les enfants. D'accord. Du coup, comme tu l'as dit, depuis 14 ans, tu écris du fantastique. Ça fait donc un bon bout de temps. Depuis ces tout débuts et jusqu'à aujourd'hui, avec tout l'espace que tu as accumulé, quel est selon toi le plus grand défi à relever quand on écrit du fantastique, voire même de l'horreur? Quel est le plus grand défi? Ah ben, ouais, c'est voilà justement Taiki, quand on discutait en privé avant que la conférence ne commence, le plus grand défi, c'est de savoir entraîner le lecteur, mais surtout de respecter dans le récit une certaine forme de cohérence. D'accord. Comme on dit souvent, on se dit que comme c'est du fantastique, on peut faire un petit peu tout parce qu'on voit ça un peu comme un grand fourre-tout géant. Mais non, en fait, on ne peut pas tout faire. On peut tout faire sous condition que le texte soit cohérent. C'est un peu trop facile de développer toute une intrigue et puis à la fin dire bah tiens, boum, c'est des extraterrestres ou boum, c'est un démon. Non, il faut qu'il y ait des signes en avant et que l'apparition de la révélation finale serve le récit et non pas le handicap, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir quelque chose de torché à la va-vite, je vais dire, histoire de Cohérence par terminer le rapport bouquin. au cohérence par rapport à Alors, l'univers et aux règles qu'il instaure, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Donc tu développes un univers, il faut donc que ta révélation finale, ton dénouement soit cohérent avec tout ce que tu as développé. Si par exemple tu fais un thriller horrifique et tout, mais que tu ne sais pas justifier, par exemple, ton personnage maléfique et que tu dis à la fin c'est une soucoupe volante et c'est les extraterrestres qui ont fait l'expérience et qui l'ont rendu maléfique, ça fait vachement con. Donc voilà, il faut vraiment toujours faire attention à ça. D'accord. Donc ça c'est le là, c'est une question qui va demander pas mal de développement parce que c'est une question très complexe. Je l'ai posée d'ailleurs à Christopher Evrard et à Elfidil dans une précédente conférence. Selon toi, comment arrive-t-on en tant qu'écrivain à comprendre ce qui peut faire peur à notre audience? Comment toi tu définirais la peur? Alors, moi, c'est ça que j'utilise, des mécanismes quotidiens. En fait, pour susciter la peur, il faut déjà bien se connaître, il faut déjà bien connaître les trucs, mais ce sont souvent les mêmes mécanismes qui peuvent fonctionner. Je veux dire, le thriller et l'horreur ou le fantastique ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Ce sont souvent les mêmes mécanismes qui vont fonctionner. Quelque chose que l'on aperçoit du coin de l'œil, mais qui reste quand même hors du champ de vision, va susciter plus de crainte qu'un gros monstre qui surgit comme ça devant ta tête. C'est toujours une question d'ambiance. Moi, personnellement, pour susciter la peur, je joue énormément sur les ambiances, sur les sensations. J'aime bien que les gens puissent se personnifier un petit peu dans le roman, se projeter. D'ailleurs, dans mes romans, je fais les descriptions, pardon, juste utiles pour que le lecteur puisse être dans ma scène, mais suffisamment libre, donc pas trop détaillé, pour Vague. que le lecteur puisse s'imaginer, voilà, pour que le lecteur puisse s'imaginer aussi une partie. C'est un travail que j'aime bien faire au lecteur. Ça m'est arrivé par exemple quand j'ai écrit Danse de sang, qui est un roman vaudou, assez violent, même gore carrément. J'avais fait exprès de faire certaines scènes que le lecteur le voyait tout, mais il y a des lecteurs, il y a une lectrice qui est venue en salon à Trois-les-Légendes il y a quelques années et qui me dit ah là vous avez été trop loin, vous avez fait ça, nanana. Alors que j'avais pas fait ça, je l'avais mis les premiers indices, mais j'avais pas développé, enfin pas développé, j'avais pas décrit plus loin. Donc son imagination elle a fait le reste. Donc je lui ai dit ça c'est pas dans le roman, c'est vous qui avez été voir. Et effectivement c'est son cerveau qui avait travaillé et c'est ça qui est vraiment amusant, c'est de réussir à embarquer le lecteur selon les codes que tu mets et qui sont propres à chacun, les codes de la peur. On a tous peur des mêmes choses, que la maladie touche un proche, la souffrance, la mort, la vieillesse, la disparition d'un enfant. C'est des peurs, il y a des peurs qu'on appelle ataviques, qui sont enfouies au fond de nous. C'est la peur du noir, la peur de ce qu'on voit pas, de ce qu'on entend, d'un bruit étrange. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer. Ce sont des codes qui sont établis, mais qu'on peut renouveler, utiliser des vieilles peurs, mais les renouveler dans un cadre différent. Trouver sa propre voie pour écrire un récit, c'est peut-être ça le plus dur d'ailleurs. Et trouver sa propre voie, parce qu'en fantastique, en horreur, tout comme en science-fiction, j'ai toujours tendance à dire que tout a été fait. Donc tu peux créer des choses, mais sur des bases qui ont déjà été établies, et donc donner ta propre voix, ta propre vision des choses,
ton propre style pour entraîner le lecteur. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais les mécanismes de la peur, pour moi, sont similaires, quels que soient les genres, comme je disais tantôt, les genres noirs, comme on dit souvent, on dit la littérature noire, pour tout ce qui est thriller, fantastique, horreur. C'est toujours les mêmes codes qui fonctionnent, les mêmes mécanismes, les mêmes ficelles, j'ai envie de dire, mais qu'on peut tout à fait tordre dans un sens différent pour se les réattribuer. Mais ce qui marche le mieux, c'est les peurs que tout un chacun connaît. C'est jouer vraiment sur les codes où la personne va se dire merde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est un trait qui est propre aussi à beaucoup d'écrivains belges, comme Jean Rey, Thomas Owen et tout ça. Michel de Galderot, c'est dénaturer le réel. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est prendre une situation banale, ordinaire, dans laquelle tout le monde peut se retrouver, et tout d'un coup la faire déraper. Donc, il y a toujours ce et si mal qui est là derrière, sous-jacent. Et bon, bah, dans mes récits, à part ceux pour enfants, ça tombe toujours très mal. C'est marrant que tu fasses la précision que tu précises les auteurs que c'est un code souvent similaire aux créations belges. C'est-à-dire que tu as l'impression que si l'auteur est français, belge ou même américain, les codes peuvent varier en fait. Il peut y avoir une variation selon les codes employés dans la littérature d'horreur ou fantastique. Disons que le fantastique belge, quand on regarde, c'est un fantastique qui est fort ancré dans le réel. Voilà. Stephen King, par exemple, est ancré dans le réel aussi, c'est pas ça le problème. Mais je veux dire, c'est des situations mais d'une banalité, par exemple, genrée, arrive simplement à te faire flipper avec un gamin qui se balade dans la rue avec un pull rouge. C'est quelque chose de récurrent chez Genré. Thomas Owen, par exemple, va faire dans son recueil Les Maisons Suspectes, Thomas Owen va te faire tout sur un domaine artistique, sur des tableaux, des peintures, tout ce que tu veux. Et c'est quelque chose comme ça où l'observation est très très importante. C'est plus un fantastique, comment dire ça, qui met du temps à se mettre en place. Voilà, c'est un fantastique qui prend vraiment le temps d'enrober dans son manteau le lecteur comme ça, et puis tout d'un coup, craquer, serrer les boutons et puis l'enfermer. Que voilà, c'est pas un fantastique à style La Colline à des yeux ou à Freddy, où là voilà, on est clairement, le ton est donné dès le départ. Où on sait où on met les pieds. Non, on peut vraiment jouer sur une descente en finesse vers les enfers. Donc la morbidité part en fait d'une situation très routinière avant de plonger dans les enfers, quoi, en quelque sorte. Voilà, mais par exemple, je vais prendre deux exemples tout simples. Moi, j'adore observer les gens, j'adore écouter et observer les gens parce que c'est une source d'inspiration phénoménale et intarissable pour crédibiliser les personnages que moi je mets en route. Donc, il y a souvent des amis ou des collègues ou des gens que je croise dans ma vie de tous les jours. Il y a des tics de langage ou qu'est-ce qui vont se retrouver dedans parce que c'est important de donner justement l'identification dont je parlais tantôt. Je vais prendre les deux petits exemples, deux nouvelles que j'ai écrites. Il y en a une, elle s'appelle Temps d'arrêt et elle est dans le recueil Suture, qui a gagné d'ailleurs le prix Masterton en 2015. Il y a eu un accident de train super grave en Belgique, c'était l'accident de Boysingen où un train avait déraillé, il y avait eu des morts et tout, c'était vraiment une grosse catastrophe ferroviaire. Et j'avais utilisé cela en mettant tout simplement le mec, moi-même je suis navetteur, hein, j'ai 3 heures de train par jour quand je vais bosser, et donc c'était le gars, il monte dans le train, puis il s'endort. Et puis d'un coup, quand il se réveille, il y a tout le monde qui est mort autour de lui, et puis, il se sent comme poursuivi par une présence qui veut le happer comme ça, mais il arrive à se faufiler de wagon en wagon à travers les cadavres et tout. Et en fait, on se rend compte que le gars est entre la vie et la mort parce que le train a déraillé. Mais donc, tout ça, on s'en rend pas spécialement compte parce que lui, il est vraiment prisonnier comme ça dans sa peur, dans sa psychose, de cette ombre qui le poursuit et tout. Et tous ces cadavres, forcément, c'est un peu perturbant. Et l'autre que j'ai fait aussi dans le recueil Suture, c'est bêtement, un jour au matin, il y a quelqu'un qui m'avait souri. Et cette personne, ben, elle avait sûrement eu un accident parce que son sourire était étrange. Et j'ai fait de mec qui s'appelle Le Sourire, en fait. Où là, je me suis inspiré de deux choses, cette personne-là et d'un fait divers que j'avais vu dans ma région de Moucron il y avait plusieurs années, donc. Là, j'ai fait quelqu'un qui monte dans le train et tout. Et puis, quand il monte dans le train, pardon, il se lève le matin, et puis sa fille lui dit au revoir, et sa fille lui sourit, et elle voit sa fille vraiment avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme on appelle le sourire de l'ange. Et le gars va travailler, mais bon, il se sent pas bien et tout, donc il fait demi-tour, il revient à la maison. Et en fait, on s'aperçoit, en fait, on plonge dans le passé du gars, et le gars, en fait, est un ancien violeur quand il était ado, il avait participé avec son gang à un viol collectif et tout. Ils avaient mutilé la femme, il lui avait fait le sourire de l'ange. Et en fait, c'est le spectre de la femme qui a infligé ce sourire à sa fille, mais uniquement lui qui le voit. En fait, personne d'autre ne le voit, il n'y a que lui qui voit sa fille défigurée comme ça, et qui oblige le gars à s'infliger lui-même, mais physiquement, ce sourire-là, pour qu'il puisse revoir sa fille de manière normale.
Donc en fait, voilà, là je jouais sur la psychologie et sur le ressenti de la personne et la folie de voir les personnes qu'on aime défigurées, qui sont quelque part le reflet de sa propre culpabilité. Quand tu racontes, c'est intéressant parce qu'on avait fait une conférence vraiment similaire avec Christopher Evra et Fidil quelques temps avant. Et en fait, il parlait beaucoup de cette peur de l'inconnu, en faisant aussi référence à Lovecraft, qui lui aussi disait que l'une des plus grandes peurs, c'était la peur de l'inconnu. Et j'ai l'impression que, en Exactement. voyant la description des nouvelles, j'ai l'impression que cette peur de l'inconnu revient aussi dans tes travaux. Est-ce que c'est commun Bah, Est-ce que c'est commun à tout auteur de fantastique et d'horrifique qui se respecte? Bah, tout à fait, comme je disais tantôt, ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on devine du coin de l'œil. C'est ce que je disais tantôt. Et c'est un mécanisme qui est propre totalement dans toute l'œuvre de Lovecraft, parce qu'on résume souvent Lovecraft à Cthulhu, à toutes ces créatures comme ça assez monstrueuses, à toute sa cosmogonie. Mais Lovecraft, c'était bien plus que ça. Lovecraft, c'est quelqu'un qui est capable de, fût-ce qu'avec la nouvelle Les Rats dans les murs, par exemple, c'est quelqu'un qui, avec un bruit, est capable de partir en sucette dans un récit et de vraiment les jetons. C'était vraiment un auteur complet qui jouait toujours justement sur cette lisière de ce que tu devines mais que tu ne vois pas. Et en fait, c'est ça qui est le plus effrayant en fait, parce qu'il ne met pas les cartes sur table. Comme je dis toujours, un film gore ne fait pas peur. Un film bien mené, avec des choses que tu devines mais que tu ne vois pas, peut vraiment foutre beaucoup plus les boules, quoi. C'est pour ça que moi, par exemple, j'adore le cinéma asiatique, avec ses corps déformés, ses ombres étranges, ses silhouettes tordues et tout. Bon, pas forcément uniquement le classique de The Grudge ou The Ring avec la silhouette, avec les cheveux, qui a eu un gros problème capillaire parce qu'ils ont été confinés. Mais voilà, quoi, c'est tout un cinéma comme ça, d'ambiance, de distorsion de la réalité, de vision. C'est très très intéressant aussi et c'est ce que je préfère en fait. C'est ce qu'on devine mais qu'on ne voit pas. Donc l'horreur psychologique, l'horreur à l'orientale, ce qui est vraiment basé plus sur l'ambiance que sur l'action, à l'inverse de l'horreur à l'américaine. Ben, de toute façon, dans la majorité de mes romans, à deux ou trois exceptions près, les exceptions sont Murmure d'ombre, Danse de sang et une nouvelle dans Dark Age of Madness. Je suis quelqu'un qui joue énormément, énormément sur les ambiances parce que c'est ce qui me plaît le plus en fait. Mm. Et c'est justement pour ça que là, j'ai besoin un peu de m'aérer et que je creuse d'autres genres maintenant, que je me dirige vers d'autres genres parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour actuellement de ce que je pouvais faire dans le fantastique et je n'ai pas envie de me répéter parce que ça me lasserait moi et ça lasserait le lecteur. De toute façon, à partir du moment où ça lasse l'auteur, ça ne peut que lasser le lecteur. Donc j'ai décidé d'explorer un peu des nouveaux genres qui ont toujours été en moi en lecture et j'ai envie maintenant de franchir le pas en écriture et de voir un petit peu ce que je peux faire dans ce domaine-là. Il y a une question que je voulais vous poser, du coup, c'est que est-ce que l'horreur t'a servi de catharsis? Parce qu'on parlait de ça avec Christopher Evra. Il disait que très souvent, écrire de l'horreur lui permettait de faire une catharsis et de tuer un personnage uniquement par pulsion, en fait. Par exemple. Du coup, est-ce que pour toi ça te sert de catharsis d'écrire de l'horreur ou du fantastique? Alors je vais prendre deux, trois exemples, je vais dire totalement, parce que de toute façon, je crois que tout auteur met des parts de lui dans le roman. Ça, Bien c'est sûr. inévitable. Hmm. Maintenant, je vais prendre l'exemple de mon tout premier roman. Donc là, je vais vous livrer un pan de ma vie privée. Quand j'avais 25 ans, j'ai fait une désintoxication d'alcool parce que j'avais d'énormes problèmes d'alcool. Donc j'étais interné, comme on dit, hospitalisé pendant un mois d'affilée pour être sevré. Et donc il y a eu des crises de délirium tremens, il y a eu la totale. Et pendant cette période-là, en fait, j'ai commencé à écrire un livre. Mon tout premier roman qui a été édité après. Il s'appelait Phéronex affreuse. Ce roman, en fait, Phéronex affreuse, c'est l'anagramme de Orphée aux enfers. Hmm. Donc, dans ce roman, je divisais le roman en chapitres courts, s'alternaient, et il y avait ce qu'on appelait les phases vision, où là, je plongeais dans mon passé, donc je parle de mes parents et tout, dans un univers assez sombre, où il y a toute l'influence de mon éducation catholique qui est dedans, et tout ça. Et les phases télévision, où là, je jette un regard caustique, cynique sur la société. Et donc, les deux s'entrecroisaient. Et au final, ce roman est hors circulation, donc je l'ai retiré. Mes trois premiers romans, je les ai retirés de la circulation parce qu'avec le recul, je les ai trouvés pas assez aboutis. Ça, c'est voilà. En même temps, on apprend son métier. Mais dans ce roman, en fait, j'expliquais que le suicide était à ce moment-là la seule solution que je voyais. Mais je voyais pas le suicide comme la fin de tout. Je voyais le suicide comme une nouvelle naissance. Comme une Donc rédemption. voilà, une rédemption, une nouvelle naissance, le fait d'être purifié quelque part. Donc revenir vierge à la vie. Voilà, dans une autre vie, mais revenir vierge à la vie. Quoi. Laver de toute
toutes ces croyances et tout ce qu'on avait pu faire, dire ou subir. Voilà. C'est très, très. Oui, forcément, là, c'est vraiment le roman cathartique par essence. Maintenant, dans mes romans, on retrouve les personnes qui me connaissent sont souvent amusées et ou perturbées de ce que je peux mettre dans mes romans, parce que par exemple dans Le Miroir du damné, le personnage du père alcoolique, c'est mon père. Voilà, j'avais fait le portrait de mon père, donc voilà, c'était assez perturbant pour les personnes qui me connaissent et qui me lisent. Ça n'a pas été bien reçu par tes Je fais parents, souvent. d'ailleurs. Pardon? Ça n'a pas été bien reçu par tes parents, d'ailleurs, je crois. Ah, bah, le premier roman a été très mal reçu par mes parents, ce que je comprends tout à fait, et depuis, ils ne m'ont plus jamais lu, et voilà, faut même plus leur parler de littérature. Mais je comprends tout à fait, c'est vrai que j'avais pas été avec le dos de la cuillère dans mon premier roman, mais je me culpabilisais plus moi que mes parents dans mon premier roman. C'est juste que la vision que moi j'avais de mes parents, comme j'avais de moi-même, n'était pas forcément très positive, et mes parents n'ont pas trop accepté et supporté ça, mais bon, voilà, c'est un roman qui était nécessaire à mon évolution en tant qu'être humain, à ma survie, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Et voilà, c'est un roman qui a été couché et qui a été... parce que mon premier éditeur, en fait, c'était un ami qui est lui-même écrivain et qui avait décidé de fonder sa propre maison d'édition. Et il m'a demandé donc si j'avais des romans dans le terroir. Je lui ai donné celui-là. J'en avais un deuxième qui était sur fond d'inceste familial. Donc celui-là, il n'est pas cathartique celui-là, hein, je précise tout de suite. Mais voilà, c'est un sujet assez douloureux aussi. Et donc, je suis parti sur mes deux premiers romans dans des thèmes moins horrifiques, mais voilà, assez durs socialement et humainement. Donc, il m'a pris ces deux romans-là sans problème et tout. Et ils ont bien marché pour l'époque, vu que c'était une toute petite structure. J'étais le premier auteur signé, voilà. Mais les gens qui les lisaient étaient ou hyper enthousiastes en disant punaise, c'est un très bon roman, ou choqués en disant non, mais c'est quoi ce truc, quoi, c'est honteux d'avoir écrit ça. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi, je veux dire, quand un lecteur me fait oui, j'ai lu ton livre, mais bof, ça arrive rarement, Dieu merci. Le bof, je préfère à quelqu'un qui va me dire écoute, ton livre, c'est de la merde et j'ai été choqué, qu'à quelqu'un qui me dise bof. Le Ah, bof, pour moi, c'est la pire des insultes, d'accord. Ça veut dire, on n'a même pas personnellement. retenu en mal, quoi. On n'a même pas envie de te dire, ouais, faut que tu arranges ça, faut que tu arranges ça, faut que tu arranges ça. C'est juste, bah, j'ai trouvé moyen, quoi. Voilà, c'est le pire, quoi. Voilà, c'est le roman qui ne laisse aucune marque, aucune empreinte. C'est pour moi la pire insulte qu'on puisse faire à un écrivain. Alors que c'est bizarre que tu préfères que quelqu'un te dise que ton roman est une merde. C'est pourquoi tu penses qu'il va approfondir sa pensée, que ça pourrait t'aider à t'améliorer? Alors bon, on va être clair tout de suite. Quelqu'un qui dit que mon roman est une merde, il a intérêt à justifier derrière. Non, mais moi, si on me dit que c'est une merde et qu'on m'explique pourquoi, parce que bon, toute lecture est subjective, donc je peux très bien écrire un roman que quelqu'un va trouver ultra mauvais. Bon, comme je répète, je crois que ça m'est arrivé 3 fois en 20 ans qu'on soit venu me trouver comme ça en me disant que voilà, mon roman était vraiment mauvais. Mais ça me dérange pas. À partir du moment où il m'explique pourquoi il a trouvé ça mauvais et que c'est de manière objective, quelque part, du moins qu'il y ait des points objectifs, même si la lecture est subjective, qu'il y ait des points objectifs, je suis capable de tout entendre. De toute façon, quand on envoie un éditeur, on se heurte à la mécanique du refus. Voilà. Bon, il y a le refus éditorial pur et méchant, qui est une lettre type, et il y a aussi le refus qui est argumenté. C'est celui-là qui fait le plus peur. Hmm. Maintenant, un refus n'est pas forcément synonyme de fin de l'histoire ou du maintenant, un éditeur n'a pas non plus la science infuse et ne détient pas la vérité absolue. On peut très bien dire ton livre est très mauvais et un auteur le trouver génial. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très difficile à gérer. Et ça m'est arrivé à moult reprises, j'ai envie de dire, que des éditeurs me disent j'ai pas aimé, qu'un autre éditeur me dise j'ai adoré, et voilà, quoi. Tu m'avais dit d'ailleurs un jour que ton recueil d'histoires à faire peur mais pas trop avait été refusé un certain nombre de fois, c'est ça? Tout ensemble, je totalise plus de 300 refus. 300 Voilà. refus, c'est ça. 300 refus pour les 4 histoires au total, donc, parce que à chaque fois, c'est des histoires où je fais monter la peur chez l'enfant. En fait, c'est dans un but de démystifier les peurs nocturnes. Hmm. J'ai commencé à écrire ça pour ma fille aînée, qui a maintenant 11 ans et demi et qui était une véritable flippette. Elle avait peur parce qu'elle avait sous le lit, dans l'armoire, dans le noir. Donc j'ai commencé à écrire ces histoires-là où je la plaçais face à sa peur. Donc voilà, je faisais monter la sauce jusqu'au point culminant. Et puis après, je démystifiais en faisant basculer vers le merveilleux, le féerique, l'amitié, le rationnel expliqué, avec toujours un petit message éducatif mais léger.
éducatif, mais comme quoi l'apparence n'est pas forcément. C'est pas parce que quelqu'un a l'air méchant qu'il est méchant, c'est pas non plus parce qu'il a l'air gentil qu'il est gentil. C'est pas parce que tu vois une ombre et que tu imagines que c'est ça que c'est forcément ça. Donc c'est vraiment ça qui était très intéressant aussi dans ces histoires-là. Avec ma fille, ça a super bien marché. J'ai toujours eu l'habitude de lire des histoires le soir à mes enfants. Donc à un moment donné, j'ai franchi le pas, j'ai eu envie d'écrire les miennes. Cette histoire-là n'était pas la première. D'ailleurs, les histoires à faire peur n'étaient pas la première. Les toutes premières histoires que j'écris pour ma fille sont des histoires de l'inspecteur Coccinelle. Donc Oh. c'est un peu basé sur le modèle de Scooby-Doo. J'en avais écrit trois, Coccinelle et le monstre rugissant. Coccinelle et le spectre plaintif qui a été édité à Lune écarlate. Et Coccinelle et la lueur interdite. D'accord. Il faut savoir que Lune écarlate fermant ses portes ici au 30 juin, je me suis mis à démarcher d'autres éditeurs pour continuer à faire vivre ce recueil. Et j'ai démarché donc Nutiship qui cherchait un album jeunesse. Mm. J'aurais soumis les trois histoires, l'éditrice a adoré et va donc m'envoyer ici le contrat d'édition pour que ça paraisse en décembre. L'illustratrice est en train de bosser dessus. D'accord. Donc voilà, on peut totaliser des refus et par exemple, donc là pour les petites histoires, j'en ai totalisé 300 jusqu'au moment où j'en ai eu marre et j'ai décidé de le faire en auto-édition via Lulu parce que moi, je continuais à croire à ces histoires et visiblement, j'étais seul au monde à croire en ces histoires. Mais je suis quelqu'un de têtu, hein, ça c'est bon Mais, côté et c'est mauvais côté. mais Et donc, je l'ai soumis à Michael Sconians. Attends, je termine, Taiki. excuse-moi. J'ai soumis à Michael Sconians, qui est donc à Sema Édition. Et ça a cartonné. On a fait plusieurs écoles. On a d'ailleurs fait dans la foulée un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Frayeur, écrit en collaboration avec les écoles, parce que les enfants adorent le fantastique, adorent l'horreur, adorent avoir peur. Et là, on leur a donné l'opportunité de créer leur histoire de A à Z pour faire peur aux autres enfants. Évidemment, je l'écrivais, puis je leur donnais, ils validaient ou ils me disaient ce qu'ils préféraient que je change. Et puis voilà, pour finir, ce recueil-là est sorti ici début février, ou début mars, je ne sais plus. Enfin, il est sorti cette année-ci. Et je suis content de voir que quelque part j'ai eu raison parce que j'ai plusieurs écoles qui me contactent. Je vais faire 18 interventions scolaires en avril, mai, juin. Évidemment, c'est tombé à l'eau parce qu'il y a le confinement, mais c'est reporté l'année prochaine. J'ai déjà eu contact avec la direction des écoles. Mais voilà, je devais faire beaucoup de choses et je vois que les enfants, les enseignants, les parents sont tous réceptifs. Donc je me dis que sur ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Mais, mais d'ailleurs, en plus, on parlait de nouveau de ça avec Evrard et on parlait justement du fait que l'horreur chez les enfants, c'est toujours un peu délicat, à part quand il s'agit de chair de poule, par exemple. Et en fait, il avait expliqué un Totalement. truc, et je sais pas si tu partages ton point de vue, il avait dit, mais non seulement les enfants adorent avoir peur, mais en plus cette peur est nécessaire pour eux. Totalement. Hmm. Je dis toujours, à chaque fois que le Ouais. peur, c'est la chose la plus saine qui existe. Hmm. C'est la sœur, la sœur, bien sûr, c'est la peur qui te permet de connaître tes limites. La peur peut transcender les gens et elle est nécessaire à l'équilibre mental, aussi bien des enfants que des adultes. La peur, c'est peut-être la compagne la plus fidèle qu'on a depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est vraiment la compagne la plus fidèle qu'on puisse avoir. C'est pas forcément quelque chose de négatif avoir peur, c'est quelque chose qui peut être positif. Tout dépend de comment on la gère. D'accord. Mais d'ailleurs, il avait donné l'exemple, il avait dit si tu fais le con, t'auras pas de cadeau à Noël. Un exemple de peur, de peur nécessaire, quoi, en quelque Oui, sorte. tout à fait, bien sûr. Ben, c'est des peurs éducatives. De toute façon, je veux dire, c'est un processus logique. Je veux dire, tous les enfants traversent leur phase de peur du noir, de peur de l'éloignement des parents. Et c'est des passages tout à fait normaux. Et c'est des passages qui forgent les personnalités, qui forgent le caractère. Mais évidemment, ça a besoin d'être encadré. Quand ce sont des enfants, ça a besoin d'être encadré par les parents pour justement justifier, rationaliser et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est naturel, la peur. Donc, quand on vient à dire moi, je me rappelle, je prends l'exemple des Walt Disney. C'est un exemple que j'aime bien citer. Quand vous voyez les Walt Disney dans les années 50, 60, vous avez Mickey, vous avez Pat qui fume le cigare, qui tire à balles réelles sur Pluto, qui est vraiment un personnage cradingue. Et vous regardez 50 ans plus tard, vous avez la maison de Mickey, qui est tout propre, tout lisse. Ouais, Pat, de temps en temps, il fait une méchante blague, mais c'est devenu, pour moi, insipide, parce que ça manque de personnalité. Il n'y a pas une seule tête qui dépasse, quoi. Il ne faut pas faire peur de trop aux enfants. Et c'est totalement faux, parce que voilà, on voit Chair de Poule, justement, bah, c'est une grosse machine de guerre, hein, R.L. Stein, voilà, c'est un label. Et ce label-là, justement, ça ne dérange pas qu'il fasse peur. Mais quand ce sont des auteurs moins connus ou indépendants ou cocaises qui décident de faire ça, on les accueille avec un sourire
dubitatifs dans le meilleur des cas, méprisants dans le pire des cas. Mais en tout cas, on les attend au tournant. Donc voilà, c'est toujours assez délicat. Mais du coup, en plus, en plus, il y a eu certains cas où, par contre, il y a certains cas où justement, où même à l'époque, ça avait fait polémique. Genre Pinocchio, quand les enfants étaient transformés en âne, ça avait fait polémique à l'époque. De ce qu'on. Totalement. Bah, Pinocchio, c'est un dessin animé qui est, qui est vraiment malsain. Et moi, je me rappelle, j'avais fait de l'attraction à Disneyland Pinocchio avec ma fille. Déjà, les chariots allaient super vite. On était brinque-ballés dans tous les sens. On était en fin de journée, à mon avis, ils avaient envie de fermer. Ma fille, elle était traumatisée par l'attraction, quoi. Elle avait 6 ans et demi à l'époque. Elle était traumatisée par l'attraction parce que c'était brutal. Même en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça brutal. Voilà. Mais c'est vrai que Pinocchio, je veux dire, maintenant, on a tendance à ne plus aller gratter où ça fait mal. Voilà, je vais dire ça comme ça. Oui, Pinocchio fait scandale, mais bon, regardez, maintenant, on revient aussi à une période un petit peu puritane, un peu hypocrite, je vais dire ça comme ça. On a traversé une période d'ultra-liberté avec les années 70, et maintenant, on a un peu tendance à revenir un peu en arrière au politiquement correct à outrance. La vérité se trouve toujours au milieu. La vérité, c'est on peut s'exprimer en respectant l'autre, mais on peut s'exprimer. On ne doit surtout pas s'exprimer dans des canevas bien définis par un milieu éditorial ou artistique. C'est Hmm. assez délicat. Ouais. Mais du coup, ça me permettra de faire une transition toute trouvée. C'est que vu que tu fais des histoires horrifiques pour enfants, je te pose la question, selon toi, comment on arrive à doser la peur dans une histoire destinée à un public beaucoup plus jeune par rapport à un roman d'horreur qui s'adresse à un public beaucoup plus adulte? Je vais dire que c'est quelque part là le plus dur en fait. Parce que j'ai toujours tendance, mais oui, voilà, moi je vais dire, j'adore l'horreur, donc j'ai tendance à y aller franco. Voilà, je suis, mon éditeur à CMA Édition pourra le confirmer. Je suis un éditeur qui aime bien le no limit. Ouais. Dans Dark Age of Madness, par exemple, il y a une des histoires où je fais un couple recomposé, un ménage recomposé. Le mec marie donc une mère qui a une fille, quoi, donc, et sa conjointe le trompe. Donc, à un moment donné, il décide de faire souffrir sa conjointe parce qu'ils sont blessés, humiliés et tout. Donc, il la séquestre, il la torture et tout. Puis il dit, ah, oui, qu'est-ce qui pourrait faire le plus de mal à la mère, hors de la souffrance physique? Ben, c'est de faire mal à son enfant. Donc, il commence et il viole la gamine, en fait, devant sa mère. Mais là, en fait, je fais le parcours du monstre, je prends l'autre point de vue. Je fais le parcours du mec qui, au départ, d'une simple vengeance, viole la gamine par vengeance, mais son regard en glisse de la mère qui est satisfait de voir souffrir, son regard qui glisse vers l'enfant parce qu'il éprouve du plaisir en violant l'enfant. Et là, il est trop tard, la mécanique du monstre est enclenchée. Il ne sait pas lui-même faire machine arrière parce qu'il est prisonnier de son plaisir et tout. Donc en fait, on assiste un petit peu au parcours d'un monstre qui se rend compte qu'il y a un monstre, mais qui ne sait pas s'arrêter. C'est dans les 6 nouvelles, c'est un recueil que j'ai fait en compagnie de Graham Masterton. Graham Masterton a fait 3 histoires et moi 3 autres. Et c'est une nouvelle qui revient régulièrement parmi les lecteurs parce que c'est une nouvelle no limites. Où Ça, Michael, d'ailleurs l'éditeur, disait on va mettre des stickers moins de 18 ans partout ça parce fait que controverse. voilà. Ça n'a pas fait controverse, mais disons que là où éditorialement c'était un risque pour l'éditeur, ça tombait en plein milieu du scandale des publications ADA, où il y avait justement ces accusations de pédophilie sur un auteur qui avait fait, je ne sais plus quel roman, de Hansel et Gretel, je crois. Et donc, ça partait assez loin au Canada, un petit peu avec la foule, les torches qui cherchent le château de Frankenstein. C'était un peu parti comme ça. Donc, Michael a eu énormément peur et tout. Mais pour finir, le texte a été très bien reçu parce que tous les lecteurs, même s'ils étaient choqués, m'ont dit tu as réussi à vraiment trouver le juste équilibre. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de trouver l'équilibre en fait. On peut écrire sur tout, mais trouver l'équilibre dans ce genre de nouvelles, c'est hyper casse-gueule. Parce que si on en fait trop d'un côté, on est catalogué pervers, c'est une honte et tout. Si on en fait trop de l'autre côté, on se dit ouais, mais attends, tu vas d'un côté, mais t'oses pas y aller à fond, c'est quoi ça? Donc il faut vraiment trouver la limite. Et du coup, Ça, c'est le plus dur. pour revenir à la question, comment on dose pour un Alors, roman destiné pour aux enfants? doser, voilà, donc pour les enfants, justement, j'ai la chance d'avoir 3 enfants à des âges différents. J'ai 11 ans et demi, 8 ans et 3 ans et demi. Ouais. Donc, je suis toujours en contact avec eux, je passe énormément de temps avec eux. Donc, ce sont mes Kobe. Voilà, on va dire ça tout simplement. J'écris l'histoire, évidemment, je m'auto-régule, hein, je ne suis pas non plus totalement fou. Je m'auto-régule et tout, et donc je m'aperçois, maintenant, je veux dire, j'ai assez de métier pour m'apercevoir quand je vais trop loin. Mais maintenant, je veux dire, j'ai comme si j'avais les barrières déjà en moi, je sais où je dois pas aller. Voilà. Donc, encore une fois, je joue sur des peurs que je vis au quotidien avec eux, que je sais que eux ont en eux,
Et donc, c'est ce qui me permet d'être efficace dans la littérature jeunesse. Donc, je ne vais pas trop loin de manière naturelle maintenant. Au premier recueil, c'est peut-être ça où j'ai eu le plus de mal, parce que j'attaquais quand même des monstres qui avaient sous lit et tout. Donc, c'est facile d'aller trop loin avec une créature sous lit, on peut faire quelque chose d'atroce. C'est justement la limite maintenant, c'est faite naturellement dans mon esprit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle il faut être hyper attentif. Réussir aussi à ne pas trop détailler la peur pour qu'elle soit compréhensible par l'enfant. Parce qu'un enfant ne va pas avoir peur de la même chose qu'un adulte, ne va pas avoir la même interprétation du nombre qu'un adulte. Donc c'est toujours quelque chose sur lequel il faut se mettre à leur place. Et bah, ça va, j'ai la chance d'être entouré de ce côté-là par trois chérubins. Donc voilà, il y a moyen de faire ça. Et puis ma fille aînée, maintenant, écrit avec moi. Dans mon deuxième tome, elle a coécrit une histoire avec moi. Dans Frayeur, elle a coécrit une autre. Dans le deuxième tome, c'est l'histoire d'un arbre maudit qui avalait les enfants. Donc je ne sais pas d'où ça lui est venu, mais c'est amusant. Et dans le troisième tome, c'est plus classique. On en a beaucoup parlé à une époque et je crois que ça l'a marqué. C'est un clown tueur, en fait. Donc voilà. D'accord. Et les enfants sont des garde-fous géniaux en termes d'écriture et ma fille aînée est de très bons conseils. Elle n'hésite pas. Il y a au moins une trentaine d'histoires qui ont été écrites et sur les 30 histoires, il y en a eu 15 de publiées parce que les 15 autres c'était écoute, papa, j'aime pas du tout, c'est pas bien. Forcément. Et puis voilà. Donc je me fie à l'avis de ma fille. D'accord. J'ai une dernière question à poser et après on essaiera de voir pour les questions du public. La question que je voudrais te poser, c'est si un jour quelqu'un vient vers toi et te dit Frédéric, j'adore tes bouquins, j'aimerais moi aussi me mettre à l'horreur, au fantastique, mais je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je lui demanderai d'abord ce qu'il attend, pourquoi il se met à l'écriture. Ça, c'est la première chose. Ouais, Qu'est-ce qui lui donne envie de se mettre à écrire? Parce que c'est toujours un processus différent pour chaque personne. Il faut se rendre compte que écrire un roman, tout le monde sait écrire en termes scolaires et tout le monde ne sait pas écrire en termes littéraires. C'est vraiment mm, très très difficile. Bah toi, Taiki, tu sais un petit peu ce dont je parle. ouais, C'est très 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 difficile de monter dans la barque et de ne pas chavirer avec la barque. Je lui dirais de se lancer, de toute façon. Je lui dirais, si tu as une idée en laquelle tu crois, tu te lances. Je lui dirais aussi de bien, bien, bien faire attention, à lancer son récit comme il le sent, même s'il a, même s'il n'a pas de structure, s'il n'a pas de plan. Il faut savoir que moi, par exemple, je suis un écrivain instinctif. Je ne fais jamais de plan dans mes romans, dans mes histoires, je ne fais jamais de plan. J'y vais, j'ai une idée de base, je fonce. Euh, Maintenant, je dirais, vas-y à fond, mais si tu te fais relire, tu dois te faire entourer par des personnes de confiance. Et en général, tes amis, tes proches sont les plus mauvais conseillers parce qu'ils te connaissent, donc ils n'ont pas un regard vierge sur ton écrit. D'accord. Mais dans tous les cas, il faut se lancer. Par où commencer? Ben, tout simplement par ta première idée. Et tu emboîtes, tu passes la première, puis ça va venir naturellement. L'écriture, c'est une gymnastique. Plus on écrit, plus ça coule naturellement. J'ai tendance à dire maintenant que quand j'écris, j'ai l'impression d'ouvrir un robinet. Parce que l'histoire se fait dans ma tête et ma main retranscrit tout simplement. C'est vraiment l'histoire du robinet qui coule. Et le plus dur, c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, tout est question d'automatisme, des idées. Plus on écrit, plus les idées viennent, plus l'envie est là. Moi, j'ai toujours l'écriture, c'est une seconde respiration. C'est vital. Voilà, pour moi, du moins, c'est vital. Mais quelqu'un qui a envie d'écrire, ben, jamais je ne vais décourager. Jamais je ne vais encourager à outrance non plus, parce que je mets bien des barrières. Je dis bien, je suis toujours disponible, enfin toujours beaucoup moins maintenant, parce que je suis assez sollicité par les maisons d'édition à mon niveau, donc j'ai plus beaucoup de temps. Puis avec le confinement et les trois enfants et l'écriture, pour le moment, est carrément en pause, donc je prends du retard dans tous mes projets. Mais j'ai fait directeur de collection pour 2 maisons d'édition. Ouais, je n'écrivais même plus tellement j'avais des auteurs qui venaient voir un petit peu ça, je fais comment et ça et ça. Il y a des auteurs que j'ai encadrés. Il y a un auteur qui a eu appris après avoir travaillé avec moi. Il y a un autre auteur qui a publié son premier roman après avoir travaillé avec moi et tout. Là, il y a son deuxième. Et c'est toujours très, très enthousiasmant, de dire ça comme ça, de voir que quelqu'un bosse et que quelqu'un récolte les fruits de ce qu'il a semé. Parce que moi, je fais rien en fait. Moi, je donne juste des conseils. Donc, Ouais. tout le mérite, c'est l'auteur qui a le mérite. C'est pas la personne qui jette le regard dessus. Un directeur de collection ne doit jamais se rengorger de ah, t'as vu, un tel a réussi, c'est grâce à moi. Non, c'est grâce à son travail à lui. Toi, tu n'as fait que lui dire tiens, t'as vu, il y a une route là-bas. Et c'est lui qui a fait la route, c'est pas toi. Mm. Mais c'est hyper enthousiasmant de voir quelqu'un comme ça se lancer
trébucher, tu l'aides à se relever s'il en a besoin. C'est quelque chose que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment bien faire. Mais il y a beaucoup de choses que j'aimais vraiment bien faire auxquelles j'ai dû renoncer parce que bon ben voilà, on n'a qu'une vie, et il faut faire ses priorités entre une vie professionnelle, une vie familiale, plus l'écriture. Je ne savais plus gérer au-dessus les chroniques musicales, les chroniques littéraires et l'aide aux auteurs. Donc ces trois pans-là, les trois Ouais. derniers pans, j'ai laissé tomber parce que c'était plus gérable. D'accord. Ben, ce que tu disais par rapport au fait que ça venait, que l'écriture était instinctive, que du coup, une fois qu'on s'y mettait, ça venait tout seul, ça rejoignait un peu ce que disait Emmanuel Nunck dans une conférence antérieure à la première édition de Bientôt Livre, où il disait justement, quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais contre le manque d'inspiration? Il disait, mais pour moi, le manque d'inspiration n'existe pas. Ceux qui ont un manque d'inspiration, c'est simplement qu'ils sont pas dans de bonnes dispositions pour écrire correctement. Et du coup, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'elle dit. Bah, totalement, parce que je vais te prendre l'exemple tout simplement de mon deuxième roman. Quand j'ai fini mon deuxième roman qui s'appelait Matriarcat, je me suis dit, bon, et maintenant, j'ai plus d'idées. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, dès que j'avais l'idée, je commençais à l'écrire, bêtement, comme ça, sans structure, sans rien. Et puis, ça s'enclenche, il y a eu un troisième, un quatrième, un cinquième. D'accord. Maintenant, j'en suis à mon 34e roman d'écrit. C'est une gymnastique. Emmanuel a totalement raison. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est comme une fleur, si tu ne mets pas du terreau, que tu l'arroses pas et tout, elle meurt. L'écriture, c'est exactement le même principe. Il faut arroser régulièrement. Et surtout, pour bien écrire, ça c'est aussi le premier conseil que je donne aux auteurs qui veulent se lancer en écriture. Pour bien écrire, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Il faut se nourrir, tout simplement. D'accord. Lire pas que des Par livres, exemple, ça à peut la être autre chose. maison, voilà. Bien sûr, ça peut être d'autres choses. Regarde, par exemple, moi je suis un gros gamer, j'ai toutes les consoles à la maison, j'adore jouer, j'adore écouter de la musique à longueur de journée. Moi, une journée sans musique, c'est inenvisageable, hein. Il me faut au moins On une est heure de deux. musique par jour. Voilà, c'est comme les jeux. Enfin, les jeux, non, je peux faire quelques jours sans, il n'y a aucun problème. Avec les Oui. enfants, je suis obligé. Mais jouer, oui, c'est quelque chose de naturel chez moi. J'adore jouer. D'ailleurs, j'ai écrit une trilogie qui s'appelle Les Grisommes, où c'est architecturé le premier tome comme un jeu vidéo classique, avec 6 univers, où tu as une quête, un boss final, retour à la base. Et le deuxième et le troisième tome sont liés et architecturés comme un jeu de plateau. Parce que, ben, évidemment, voilà, j'ai grandi aussi avec les jeux de plateau, Donjons et Dragons et tout ça. Mm. Donc forcément, voilà, c'est en moi. Mais tout est lié, en fait, quand tu regardes, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un film ou qu'est-ce, tu as toujours un scénario, tu as toujours une histoire décrite Mm. à la base qu'on met en forme différemment. C'est pas pour rien que des ponts sont faits, que des jeux vidéo soient adaptés en livre, que des livres soient adaptés en film. Voilà, tous les univers sont liés, tous s'enrichissent l'un l'autre en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de clivage à avoir dans les différentes disciplines. Ça arrive souvent que quelqu'un dise ah moi j'aime bien jouer, j'aime pas lire. Moi j'ai toujours tout le monde aime lire, sauf que il faut parfois trouver le bon livre pour démarrer. Mais la question d'aimer la lecture, c'est juste de trouver le bon livre pour démarrer. C'est ça. En plus, ce que tu dis par rapport aux jeux vidéo, que tout jeu vidéo est narratif, on avait justement eu un débat avec Zanar et Glapi hier, lorsqu'on parlait du lien entre jeux vidéo et livres. Ils disent, de toute façon, on part du principe que tout jeu a un côté narratif. Donc, Ben ça, voilà, ouais, totalement. très bien. Tout est lié. Comme quoi, tu vois, tout le monde est un peu d'accord sur le sujet. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les conversations, les conférences se croisent sur un seul et même point commun. C'est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur des sujets comme ça. C'est toujours très intéressant parce que, ben, comme tu dis, ça se croise, ça s'enrichit l'un à l'autre, ça se recoupe. C'est vraiment super chouette. D'accord, effectivement. Bon, bah, je te propose qu'on prenne les questions du public. Est-ce que quelqu'un Pas de aurait problème. est-ce que quelqu'un aurait une question? Vous pouvez vous démuter. Ne soyez pas timide. Je ne tue que dans mes romans. Pour vous démuter, vous avez juste à cliquer sur le petit micro en bas, hein, pour ceux qui savent pas. Ouh, que de calme. Ce serait con qu'il n'y ait pas de questions. Bon, Voilà. je crois que tu étais trop clair pour eux. Voilà, c'est malin ça. J'aurais dû répondre par énigme en fait. À Cluedo comme ça, vocal. C'est ça. C'est le colonel Moutarde. Mais qu'est-ce qu'il a fait du chandelier? Ah, Ouais.
Bonjour. Ça y est. Bonjour. G, on t'écoute, G. Oui, bonjour. Voilà, juste Bonjour. une question. Bonjour et merci pour cette conférence, elle est vraiment super intéressante. Mais de rien. Ah, c'est gentil. J'aurais juste... Ouais, vraiment, vraiment. J'ai pris plein de notes. Donc, euh, je voulais juste savoir, quand vous démarrez une histoire, est-ce que vous en démarrez plusieurs en même temps? Bon, c'est sûr qu'un roman, on est sur un plus gros volume, mais quand vous avez des idées qui passent, vous gardez tout, vous commencez, enfin, est-ce que c'est, vous grignotez plusieurs choses en même temps? Voilà, quelle est votre démarche quelque part pour pas perdre le fil de tout ce que vous pouvez avoir dans la tête? Alors là, justement, très intéressant comme question. Je fonctionne par tiroir. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'écris toujours plusieurs livres à la fois. Là, par exemple, pour vous donner un petit exemple, j'écris un roman jeunesse. J'écris un roman à quatre mains avec Patrick Héris, qui était avec moi hier, et le roman devrait paraître en mars l'année prochaine. Donc, un roman adulte, une histoire jeunesse. J'écris un autre roman à quatre mains avec un autre auteur, et j'écris un roman en solo. J'écris toujours plusieurs romans à la fois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous écrivez une intrigue, vous pouvez bloquer. Moi, je pars toujours du principe que les deux ou trois premières choses à laquelle vous pensez ne sont pas bonnes, parce que le lecteur va forcément y penser. Donc, en général, si je bloque, je suis sur un autre roman, et ça se fait totalement naturellement. Donc, j'écris toujours trois ou quatre choses à la fois. C'est vrai que je suis quelqu'un qui publie beaucoup. Pour donner un petit exemple, j'ai publié 27 romans en 8 ans. Donc, 27 romans ces 8 dernières années. Euh, Tous écrits en même temps, à quatre mains ou en solo, jeunesse ou adulte. J'aime vraiment bien. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite en fait. J'ai besoin que ça bouge. Donc, si je bloque d'un côté, je vais m'acharner et c'est vraiment pas la bonne solution. Il ne faut jamais s'acharner quand vous n'avez pas l'idée. Il faut laisser respirer votre esprit. Et aller sur un autre roman permet à votre esprit de respirer en arrière-plan. Même si vous ne vous en rendez pas compte, votre esprit va respirer en arrière-plan sur cette histoire-là. Et ça va vous dire, mais vous allez vous dire, mais comment j'y ai pas pensé? C'est tellement naturel. Et comme ce ne sera pas la première, ni la deuxième chose, ni même la troisième chose que vous aurez choisi, pardon, qui vous était venue en tête, le lecteur ne l'aura pas en tête non plus. C'est ça qui est très intéressant. Donc moi je dis toujours, ces idées, il faut les écrire, même si c'est en même temps. Maintenant, il y a des idées, quand on en a de trop, je prends des notes dans des petits fichiers Word. Pardon, là, je dois avoir environ 200 notes, donc j'ai 200 bouquins à écrire. Quoi. Mais j'ai des notes à part, des idées pour plus tard, en fait. Et parfois, ce ne sont pas des idées structurées, c'est bêtement une scène, c'est bêtement un personnage, une situation. Il faut toujours l'écrire sur le côté. Il y a des auteurs qui ne font qu'un roman à la fois. Chacun a une mécanique qui lui est propre, en fait. Je suis quelqu'un d'assez. Je suis un poulpe, en fait. Je suis assez Lovecraftien, j'ai plein de tentacules. Et j'aime bien passer d'un univers à l'autre, comme ça, c'est très, très, très amusant. Maintenant, il y a des auteurs qui savent le faire et des auteurs qui ne savent pas le faire. Je veux dire, chacun a une mécanique qui lui est propre. Mais moi, en tout cas, j'écris toujours plusieurs choses à la fois. C'est marrant que tu parles de Poulpe et de Lovecraft parce que c'était Lucas qui l'avait dit sur le ton de la veine. Il avait dit, Frédéric, en fait, c'est Lovecraft, mais la joie de vivre en plus. Oui, oui, mais c'est ça. Mais en plus, il y a une similitude physique. À chaque fois, on me ressort le portrait de Lovecraft. Donc voilà, c'est amusant. Quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question, J. Ouais. Est-ce que ça... Ah, c'est parfait. Ah ben voilà, Merci. avec Mais plaisir. de rien. Avec plaisir. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une... Excuse-moi, ça c'était mon gel hydroalcoolique. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Qu'est-ce que tu fais avec ton gel hydroalcoolique? Je sais pas, j'étais en train de le jeter en l'air en parlant et il s'est cassé la gueule. C'est ma faute. Euh, il était fermé, t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Faut croire que non. Non, non, je te dis, Frédéric, t'as été trop clair en fait. T'as été trop C'est ça. précis, t'as tout déversé comme ça, et là ils sont en train d'assimiler, ils arrivent plus. Et non, mais ça fait super plaisir de voir que J, comme disait, elle avait pris plein de notes et tout. Ça fait super plaisir parce que c'est Mm. toujours gai. En fait, moi, les moments que je préfère, c'est les moments que je passe en salon à échanger avec les lecteurs et les autres auteurs. Et les salons, c'est toujours une grande fête. Donc voilà, c'est pas le côté de hey, je viens, je vends ma salade, je fais le marché du vendredi sur la place du village. Non, absolument pas. Les salons littéraires, c'est un moment d'échange pour les lecteurs. Tous les lecteurs adorent ça. Et ça fait stresser aussi parce que c'est le moment où tu te prends les retours sur tes livres. Et donc, c'est stressant et enthousiasmant à la fois. Donc, c'est vraiment super chouette à partager.
Écoute, bah, en concluant un peu, qu'est-ce que toi, Frédéric, tu conseillerais comme... Ah, attends, je viens de recevoir un message. C'est pour Attends, moi. attends, excuse-moi, je viens de recevoir une question parce que c'est vrai que on avait, comme Audrey avait une... Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, parce que c'est vrai que Audrey, j'avais proposé de plutôt m'envoyer les questions par MP. Elle vient de me les envoyer en fait parce qu'elle avait une qualité sonore un peu compliquée. C'était un peu plus compliqué avec son portable. Là, ça captait pas bien. D'accord. Elle demande, Mais bonjour Audrey. bonjour Audrey, ouais. Comment s'est passé le tout premier salon? Ah, le tout premier salon, c'était vraiment un moment assez, comment dire, stressant, c'est Ah, clair, mais assez surréaliste. Surréaliste parce que déjà, on ne réalise pas qu'on reçoit son premier roman dans les mains et tout. On a un peu du mal à réaliser c'est mon bébé, quelque part, c'est ton premier bébé. L'analogie n'est pas si éloignée d'un premier enfant, parce que c'est vraiment aussi quelque chose de super émouvant. Le premier salon, on se trouve là derrière sa table et on se dit, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que ça va intéresser les gens? Là, évidemment, il y a le côté couverture. Et si quelqu'un l'achète et qu'il vient me dire après qu'il a aimé ou qu'il n'a pas aimé, ça c'est encore pire. C'est un moment qui est aussi enthousiasmant que stressant. C'est vraiment, là, c'est hmm, justement l'inconnu dont parlait Lovecraft. Tu sais pas du tout vers quoi tu vas. Quand, là maintenant, après 20 ans de boulot et plusieurs bouquins à mon actif, je sais plus ou moins comment mes lecteurs vont réagir selon un type de roman, même si j'arrive à les surprendre. En général, je veux dire, voilà, il y a une forme il y a un public qui est acquis à ma cause, comme tout auteur a, et il y a un public qui découvre. Et je constate que beaucoup de gens maintenant viennent découvrir. Et comme disait mon éditeur, beaucoup de gens qui ont découvert reviennent après acheter des autres livres. Donc ça, pour moi, c'est le plus beau compliment. En dehors du fait qu'ils viennent acheter d'autres livres, c'est qu'ils viennent découvrir d'autres pans de mon univers. Ça prouve que je les ai intéressés, que ça leur a plu. Et ça, c'est vraiment le plus gratifiant pour un auteur, c'est de voir que ses écrits plaisent. Mais le premier salon, c'est un mélange de stress, d'inquiétude, d'enthousiasme. C'est vraiment un mélange détonnant, en fait. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à être une pile électrique. Mais à mon premier salon, j'étais purement ingérable. Ingérable parce que j'étais par moments tétanisé. Je ne savais pas quoi dire aux gens. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle facilement maintenant, mais je ne savais pas quoi dire aux gens. Quand quelqu'un venait me dire parlez-moi de votre livre. En plus, mon premier livre était tellement personnel que le vendre à des gens, c'est comme si tu déballais ta vie intime à quelqu'un que tu ne connais pas. Dans le premier roman, c'était ça. Donc, c'était vraiment très, très, très stressant et en même temps très, très enthousiasmant. d'accord. Donc, je vais. Ah, attends. Il y a Audrey qui m'a envoyé. Donc, je te transmets. Bon, déjà, elle te remercie pour la réponse, mais elle a envoyé Avec en. plaisir. La conférence était super et complète. Merci beaucoup. Ça m'a donné envie de lire vos nouvelles. Et du coup, ça va me permettre de faire une transition vers ma prochaine question. Qu'est-ce que tu conseillerais au public comme livre de fantastique et ou d'horreur, que ça soit écrit par toi ou par d'autres d'ailleurs? Alors, je vais commencer par écrire par les autres, parce que j'aime pas conseiller. C'est même sur les groupes aussi, quand je vois des lecteurs qui disent ah, quel livre de fantastique vous me conseillez? Jamais je conseille les miens, parce que je trouve que ça fait prétentieux et égotiste. Ici, je me permettrais de le faire, parce que ben, c'est une conférence où je suis là, donc là, je me permettrais de le faire après avoir cité les auteurs que je trouve majeurs. T'as dit égotiste? Dedans, égotiste, oui, c'est dire à quelqu'un ah, vous aimez le fantastique, je vous conseille mon livre sur un groupe quand quelqu'un demande un conseil. Je trouve effectivement que c'est fort égotiste. Enfin, moi, je le fais jamais. C'est une question Non, de perception personnelle, c'est tout. Hein. c'est parce qu'en fait, je sais pas si c'est mais parce que moi, je dis plutôt égoïste et égotiste, et ça donne l'impression d'une fusion entre égoïste et autiste. C'est totalement con, en fait. Ah non, mais égotiste, c'est juste un ego développé à l'extrême, en fait. D'accord, autant pour moi. Mais D'accord. ah non, non, pas de problème. Mais c'est l'égocentrisme, voilà. D'accord. Quand ça, on met tout le monde d'accord. En roman, ce que je conseille, mais évidemment, Graham Masterton. Moi, Graham Masterton, son premier roman que j'ai lu, c'était Le Djinn, et il m'avait terrorisé. Les meilleurs romans de Masterton, pour moi, sont Le Djinn, Apparition, Le démon des morts, Rituel de chair, Démence. Ces cinq-là de Masterton sont grandioses. Je ne vais pas citer Stephen King parce que tout le monde connaît. Il y a Dean Koontz avec La Maison Interdite, Spectre ou La Nuit des Cafards. C'est vraiment grandiose aussi à lire. Il y a Peter Straub. Peter Straub, c'est aussi un auteur qui est extraordinaire à lire. Il y a Robert McCammon. Ça, je conseille aussi. Mais là, quand je dis pas d'ouvrage en particulier, c'est que c'est carrément toute l'œuvre. Hein. Il y a Peter Straub, il y a Robert McCammon.
Il y a Thomas Owen. Thomas Owen, c'est l'auteur belge dont je parlais tantôt. Je conseille Cérémonial Nocturne. Ce sont des livres que vous n'allez peut-être pas trouver en neuf, mais si vous allez sur Rakuten ou les sites d'occasion, vous allez les trouver à 90 centimes. Et franchement, 90 centimes, je vous conseille de 90 sauter centimes. directement dessus. 90 centimes, oui, pardon. Je vous conseille de sauter dessus. Pour genrer, ben, je ne vais pas citer Malpertuis, non, parce qu'on cite toujours Malpertuis parce que c'est l'œuvre majeure de genrer. C'est vrai, mais moi je citerai plutôt les Contes du whisky, les Contes noirs du golf. Ça, c'est vraiment la cité de l'indicible peur qui a d'ailleurs été fait en film avec Bourvil à l'époque. Bourvil dans un rôle beaucoup plus sombre que les comédies auxquelles il nous a habitués, pardon, sauf dans l'Arbre de Noël. Mais je conseillerais aussi des auteurs moins célèbres, voilà, des auteurs plus proches de chez nous. Je citais Jean-Baptiste Leblanc. Jean-Baptiste Leblanc, qui est un auteur de thriller à qui j'ai coécrit Le Miroir du damné. Jean-Baptiste Leblanc a écrit ici, ça a été réédité en format poche. C'est Sombre Résurgence. C'est un thriller sombre, glauque, où on plonge dans le quotidien d'un flic meurtri. Et Jean-Baptiste a une plume extraordinaire. Il y a Anselme Boschkorn, avec qui on a écrit une première version d'un roman qui s'appelle Nécrophone sur le téléphone des morts de Thomas Edison. C'est en veille pour le moment parce que Anselme a beaucoup de projets et moi aussi. Mais Anselme Boschkorn, je conseille franchement, c'est un auteur extraordinaire. Il a une plume historique, poétique, ciselée. C'est vraiment incroyable ce qu'il est capable d'écrire. En horreur immédiate aussi, en fantastique immédiat, pas en horreur, je conseille aussi Arnaud Codeville. Arnaud Codeville avec par exemple 1974 ou son dernier Parasite, ça je conseille aussi. Michael Fanris, que je conseille aussi, qui écrit un très très bon livre en hommage au fantastique de la Hammer, en fait, donc dans cette grosse société anglaise de production de films avec Peter Cushing, Christopher Lee et tout ça. Lui avait fait Haver et Lyon, c'est en auto-édition. Mais aussi c'était très très intéressant à lire. Il y a énormément d'auteurs comme ça que je pourrais conseiller. Moi, j'ai une grosse faiblesse pour les auteurs français des années 70-80 de chez Fleuve Noir. Il y avait la collection 70-80, Angoisse, je traduis pour. pardon, ouais. 70-80, désolé. Dans les collections, là aussi, vous avez trouvé d'occasion pour rien. Il y a des auteurs comme Maurice Lima, Richard Bessières, B.R. Bruce, Kurt Steiner, André Ruelland de son vrai nom, André Caroff, Pierre Suragne. C'est tous des auteurs français majeurs du genre, du moins, qui ont été oubliés un petit peu, et c'est une injustice totale. Ils avaient un talent monstrueux qui n'avait rien à envier aux grosses machines américaines, loin de là. Ils avaient plus ce côté terroir qui était développé, mais qui était diablement efficace. Il y a des romans comme ça qui pouvaient donner la chair de poule, qui pouvaient vraiment vous happer dès les premières pages. C'était vraiment quelque chose d'excellent. Là-dedans, je conseillerais par exemple Glace sanglante de Kurt Steiner ou Syncope blanche. Ces titres-là étaient vraiment terribles. Batelier de la nuit de Maurice Lima. Je suis un autre de Kurt Steiner, il était magnifique aussi. De Pierre Suragne, il y a la peau de l'orage, ça c'était super. Ou alors Le Septième Vivant, c'était vraiment extraordinaire. Il y a Joël Houssin qui a écrit Doberman, qui est une série policière, mais il a aussi donné dans l'horreur avec L'écho des suppliciés ou L'autoroute du massacre. Rien que les titres sont assez évocateurs. Il y a eu plein d'auteurs comme ça qui valent le coup d'être découverts. Il y en a énormément. Raoul de Warren, pour ceux qui aiment un peu plus ce qui est ésotérique. Raoul de Warren qui a fait La Bête de l'Apocalypse ou La Clairière des eaux mortes. Puis il y a Serge Brussolo, que je disais aussi. Serge Brussolo, c'est pour moi tout simplement le meilleur écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe. C'est vraiment un écrivain ultra complet en jeunesse, en adulte, en thriller, en policier, en historique, en fantastique, en science-fiction. C'est l'auteur complet par excellence et pour moi c'est un de mes 2 maîtres à penser. Voilà. C'est vraiment absolument à découvrir. Côté américain, je pourrais aussi citer Cliff Barker, évidemment, il est incontournable. Mais voilà, j'ai préféré donner un petit peu l'accent en faisant un mélange comme ça aux anciens francophones, aux francophones de la nouvelle génération et aux Américains. D'accord. Bon, et bien à part si... Ah, Chat a une question, d'accord. Ah oui.
Ah oui, merci beaucoup. Je croyais que c'était trop tard. Non, non, vas-y. Ok, Bonjour. alors moi je vais avoir l'opportunité de présenter lors d'un entretien minuté mon premier projet littéraire qui est un recueil de nouvelles, à un éditeur. Du coup, c'est un entretien. Et du coup, voilà, ma question qui est peut-être un peu difficile, mais c'est comment présenter son projet quand, comme moi, l'oral n'est pas forcément notre fort. Bien sûr, on écrit, donc on a une expression favorite. Mais du coup, voilà, comment présenter un projet comme ça? C'est Et intéressant surtout comme quand c'est question. Alors, plusieurs nouvelles, plusieurs. Oui, je ne sais pas si vos nouvelles ont une thématique en commun, parce que ça, c'est toujours un point intéressant pour ancrer, pour essayer de mettre en avant un petit peu son recueil. C'est voir s'il y a un fil conducteur en fait dans vos nouvelles ou si ce sont des nouvelles éparpillées. Ce que vous pouvez mettre en avant, pour moi, c'est ce qui vous a poussé à écrire, le plaisir que vous avez éprouvé et ce que vous voudriez partager avec l'éditeur ou avec le lecteur en termes en termes littéraires, donc pas en termes de vente. En termes littéraires, c'est mettre vraiment en avant votre motivation, la richesse de votre recueil. Donc, si vos nouvelles sont variées ou si elles ont un fil conducteur, les éditeurs aiment bien. C'est vrai que c'est très, très dur maintenant d'éditer un recueil de nouvelles. oui, Parce que la nouvelle est plus un format anglophone que francophone. Moi, j'adore écrire des nouvelles, c'est quelque chose. De toute façon, c'est simple, j'ai toujours été récompensé par des prix littéraires pour mes nouvelles, jamais pour mes romans. Donc, comme quoi, voilà. C'est frustrant aussi, c'est frustrant d'arriver Un final, puis de jour, se un faire jour, lâcher. Fred, un jour. Oui, bah, je cours pas après non plus. Mais c'est vrai que la nouvelle, c'est un genre ultra intéressant et c'est peut-être le genre le plus. Vous dire, voilà, j'ai fait un recueil de nouvelles et c'est le genre le plus compliqué, et ça les éditeurs le savent, c'est le genre le plus compliqué à oui, écrire parce que être concis et complet, c'est deux choses très très difficiles à marier. Donc mettre en avant ce qui vous a poussé à écrire ce recueil, ce qu'il a de oui, plus que les autres, ce qu'il a de plus que les autres, mettre en avant la thématique ou s'il n'y a pas de thématique, la richesse des univers qui se croisent. Ça, c'est toujours intéressant aussi si vous utilisez plusieurs thématiques. C'est de montrer à quel point la pièce montée est séduisante et appétissante. d'accord. C'est mettre ça en avant. Essayez de Ok. pas de vendre le recueil, mais essayez de sublimer votre écrit. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est Oui, vraiment puis dire, voilà, pas forcément pitcher, c'est assez difficile des fois pour les nouvelles, que j'arriverai pas forcément à faire, mais oui, une motivation d'ordre un peu plus général, peut-être d'écriture, comme vous voilà, dites aussi. D'accord. donner une Ok, vision globale à l'éditeur. d'accord. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup et merci pour la conférence, c'était super intéressant. De Ben, rien. avec grand plaisir. Merci à Merci vous. beaucoup. Très bien. Ben, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Oui, bonjour. Robotov? Bonjour. C'est toujours au dernier moment les questions. Ok, allez, Là, allez-y. il faut que ça mûrisse les questions. D'accord, vas-y. Oui, donc c'est une question toute bête, toute simple, mais donc moi aussi, je suis en train de préparer mon premier roman, donc je vais me lancer dans quelques temps, et je m'interrogeais un peu sur, la question a été un peu abordée pour le premier salon littéraire, mais ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait quand on dédicace ses livres pour pas finalement toujours faire la même dédicace? Comment on trouve cette personnalisation avec des gens que finalement on rencontre juste 5 minutes? C'est un peu en Alors dehors de la là, thématique. ben, je suis vraiment désolé, mais moi, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Faut savoir, par exemple, quand j'ai dédicace dans une classe de 23 enfants, je fais 23 dédicaces différentes. C'est quelque chose qui vient tout naturellement. En fait, c'est vrai que les premières dédicaces, au début, on a tendance un peu à formater, je vais dire, en faisant Ah, merci d'avoir lu mon livre, voilà. Mais, enfin, de lire mon livre, je vous souhaite une bonne lecture, c'est quelque chose déjà, il ne faut pas se dire à l'avance, se faire une liste de tiens, je vais faire des dédicaces différentes, je vais m'entraîner, je vais les faire sur le côté, ça va pas marcher, quoi. Parce que je veux dire, chaque personne est différente, chaque lecteur est différent, chaque lecteur va vous parler de choses différentes. Vous allez parler de votre livre, certes avec toujours le même fil conducteur, mais quand même avec des angles différents selon la personne que vous avez en face de vous, si c'est une personne âgée, si c'est une personne jeune, si c'est un enfant. Voilà, c'est des choses totalement différentes. Enfin, moi, je ne vends pas aux enfants sauf les jeunesses, sinon j'ai traumatisé. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez développer avec le temps. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est quelque chose qui va vous venir naturellement. Mais c'est vrai qu'au début, les premières dédicaces, moi, j'étais pétrifié et j'avais tendance un petit peu à faire photocopie. Voilà. C'est quelque chose qui est venu après naturellement en m'adaptant à la personne que j'ai en face de moi. Maintenant, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Il y a des auteurs que je connais qui font
systématiquement la même dédicace. Voilà, par exemple, Graham Masterton, que j'adore, il m'a dédicacé ses bouquins, j'ai 35 fois la même dédicace. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon, je veux dire, en même temps, quand on signe 100 livres par jour, c'est pas possible. Il faut savoir qu'en salon, je signe en moyenne sur un week-end entre 80 et 120 bouquins. C'est ma moyenne de vente sur un salon en un week-end. Bien sûr, il y a certainement des dédicaces qui se ressemblent, mais j'essaie autant que faire se peut de varier, mais ça me vient naturellement en parlant avec la personne. Parfois, ce qui est amusant à mettre aussi, c'est une anecdote d'un échange que vous pouvez avoir avec cette personne. Elle peut vous parler de quelque chose et vous pouvez tout à fait rebondir dessus pour votre dédicace. Ça personnalise et ça montre vraiment que vous avez eu un échange avec cette personne. J'espère avoir répondu à la question. C'était très bien, oui, merci beaucoup. Et merci pour cette conférence très intéressante. Avec Merci. plaisir. De rien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Je regarde en haut parce que c'est vrai que voilà. Ouh, je vais brancher mon chargeur. Bon. Ben, dans ce cas, on va conclure la conférence. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à toi, Frédéric. Et merci à tous d'être venus. Merci pour l'opportunité de prendre la parole. C'est très gentil. Il n'y a pas de souci. Du coup, pour les conférences, ben, du coup, il n'y en a plus. Il y aura juste une lecture en ligne vers 20h avec Damnitz. Ceux qui veulent y assister, ben, rendez-vous vers 20h dans la même salle de conférence. Connectez-vous sur le channel entrée, on vous fera venir au fur et à mesure. Et pour les autres, ben, bonne fin de salon.